Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer le cours. Donc, on était dans le chapitre 4 qui portait initialement sur la réflexion et la transmission des ondes mécaniques et aussi donc sur les ondes stationnaires mécaniques. Et précédemment, je vous avais dit que la partie sur la réflexion et transmission des ondes mécaniques n'était pas au programme. Donc, le chapitre 4 va porter uniquement sur les ondes stationnaires mécaniques. Donc, dans ce chapitre, on va s'intéresser à un cas particulier de superposition d'ondes qui arrive fréquemment en pratique. Ce qui arrive fréquemment en pratique, c'est lorsqu'on a une onde incidente et que cette onde, par exemple, va rencontrer un obstacle ou un changement des propriétés physiques du milieu dans lequel elle se propage, une partie de l'onde incidente, disons que ça va être une onde, on considère par exemple que c'est une onde progressive, une partie de cette onde incidente va être réfléchie, et donc ça va donner naissance à une onde qui est régressive, et on va avoir dans une partie de l'espace une superposition d'une onde progressive et d'une onde régressive. Et on va voir que cette superposition va donner naissance à une onde stationnaire, qui est un type d'onde particulier dont on va étudier les spécificités avec, on va rentrer un peu plus en détail dans le cas de la corde vibrante et puis des ondes acoustiques pour les tuyaux sonores. Dans le plan du chapitre, donc là, je vous rappelle que les premières parties qui portaient sur la réflexion et transmission dans le cas de la corde vibrante et dans le cas du tuyau sonore sont hors programme, donc on ne les a pas traitées en TD, donc elles ne sont pas au programme de l'UE. Et bon, ce qu'on va faire dans le reste du chapitre, c'est d'abord décrire les ondes stationnaires de manière générale pour extraire les spécificités de ce type d'ondes, et puis ensuite on va décrire plus précisément les ondes stationnaires dans le cas de la corde vibrante, et puis dans le cas des ondes acoustiques dans un tuyau sonore. Donc commençons par le cas général. Donc comment génère-t-on les ondes stationnaires et quelles sont les propriétés particulières de ces types d'ondes? Donc en fait, je vais commencer par faire un rappel, un retour en arrière, on va repartir à la situation qu'on avait vue au tout début du chapitre 2, où on s'était intéressé aux interférences de deux ondes à une dimension. Donc la situation qu'on avait étudiée à l'époque, c'était la situation où on avait en haut-parleur une source d'onde sonore S1, qui générait donc une onde sonore qu'on décrivait par la fonction d'onde psi1. Donc c'était une fonction d'onde avec des pulsations oméga. Et puis on avait une deuxième source, un deuxième haut-parleur, la source S2, qui génère elle aussi une onde sonore décrite par la fonction d'onde psi2. Donc les deux ondes sont des ondes progressives, de type, on peut mettre ça sous la forme quelque chose qui dépend de x moins ct, et pour simple, les deux sources ont la même pulsation. La phase relative entre les deux ondes est constante au cours du temps, donc ce sont deux sources cohérentes. Et puis pour simplifier, ici on a pris des ondes de même amplitude. Et ce qui nous intéresse, c'est de connaître la fonction d'onde totale dans un point de l'espace où les deux ondes existent et sont présentes. Pour faire ça, on utilise le principe de superposition qui nous dit que psi x de t, ça va être la somme de psi1x de t plus psi2x de t. Et donc, on avait vu qu'un phénomène d'interférence se produisait. Ce phénomène d'interférence était caractérisé par le fait que l'amplitude de l'onde totale dépendait de manière très critique de la phase relative entre les deux ondes créées par S1 et S2. Donc là, sur cette animation-là, j'espère que vous pouvez la voir, on fait une photo à un certain instant T de l'onde psi1, et puis ici, on fait une deuxième photo où on fait varier la phase de l'onde psi2, et on voit que lorsque la phase relative entre les deux ondes est un multiple entier de fois 2π, c'est-à-dire lorsque les deux ondes sont en phase, on va obtenir une onde totale qui a une amplitude maximale. Voilà, à cet instant-là, on voit qu'on a une amplitude maximale. Par contre, lorsque les deux ondes se retrouvent en opposition de phase, à ce moment-là, l'onde résultante a une amplitude qui est nulle. Donc on avait compris ce phénomène intuitivement. Si je me place, si la distance entre les deux sources est telle que les deux ondes ici sont en phase,
je vais avoir ici psi1 plus j'ai psi1 qui est égal à psi2. Hein. Et donc, lorsque je fais la somme, pour calculer l'onde totale, je vais avoir 2 fois psi1. Donc ça, c'est le cas où on a des interférences qui sont totalement constructives. On obtient une superposition avec une onde qui a une amplitude double des ondes créées par chacun des haut-parleurs. En revanche, lorsque les deux ondes sont en opposition de phase, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que psi1 va être égal à moins psi2, hein, si je me place. Et donc, lorsque je fais la somme des deux, l'onde totale va avoir une amplitude qui va être tout le temps zéro, hein, puisque en fait, les effets des deux ondes vont s'annuler. Donc ça correspond à la situation où on a des interférences qui sont totalement destructives. Donc là, la situation qu'on avait considérée, c'était une situation où la source S1 crée une onde progressive, la source S2 crée une deuxième onde progressive, et on s'est intéressé à la superposition de ces deux ondes progressives. Bon, si je me place à 1D, hein, on peut aussi imaginer une autre situation qui est facile à réaliser en pratique. Si au lieu d'orienter les deux haut-parleurs dans la même direction, je prends un des haut-parleurs, prenant la source S2, et puis je le tourne et je lui fais émettre une onde qui va se propager vers les X négatives, donc une onde régressive. À ce moment-là, je vais obtenir dans cette région-là la superposition d'une onde progressive et d'une onde régressive. Hein, donc les deux ondes vont avoir la même fréquence, la même amplitude. Ce qui change, c'est qu'on a un sens de propagation opposé. Donc c'est un petit changement en pratique, mais on va voir que ça va en fait tout changer dans l'onde résultante qui est créée par la superposition des deux. Hein, donc je prends donc la situation qu'on va considérer dans la suite, c'est que je vais avoir ici ma source S1 qui crée l'onde progressive, donc ça c'est la même fonction d'onde qu'avant. Et maintenant, je vais créer, pour la source S2 va me créer une onde régressive. Donc c'est la même fonction que précédemment, à un petit changement mais qui va en fait tout modifier, c'est qu'ici, au lieu d'avoir un moins, j'ai un plus. Donc si on fait la superposition des deux, voilà ce qu'on obtient. Donc ici, vous pouvez voir en bleu l'onde progressive qui se propage vers les X positifs. En rouge, c'est l'onde régressive qui se propage vers les X négatives. Et puis en noir, c'est l'onde qu'on obtient lorsqu'on fait la superposition des deux. Et là, il y a une première chose qui est frappante, c'est que l'onde totale, l'onde qui résulte de la superposition des deux, eh bien, il n'y a pas de propagation. Donc on voit que cette onde-là, elle ne se propage ni vers la droite ni vers la gauche. Donc c'est ni une onde progressive ni une onde régressive. Donc en particulier, ce type d'onde ne pourra pas propager de l'énergie. Mais ce qu'on observe, c'est des oscillations au cours du temps avec certains points qui n'oscillent pas ou oscillent avec une amplitude nulle, et puis certains points qui semblent avoir une amplitude d'oscillation maximale. Donc c'est une onde qui est complètement différente des ondes progressives et des ondes régressives. Donc on peut essayer de comprendre un peu intuitivement ce qui se passe. Hein. Si ici je prends une photo à l'instant t égale 0, donc j'ai choisi cet instant de telle sorte que les ondes progressives et régressives se superposent. Donc dans ce cas-là, j'obtiens une onde totale qui a une amplitude qui est le double de l'onde initiale. Si je prends une photo un petit peu plus tard, ce qui se passe, c'est que l'onde progressive s'est décalée vers la droite, l'onde régressive s'est décalée vers la gauche. Quand je fais la somme des deux, donc il va y avoir des points qui ont une amplitude maximum, et puis il y a des points qui vont avoir une amplitude qui est nulle, parce qu'en ce point-là, on peut voir que l'onde progressive et l'onde régressive sont de signes opposés, donc lorsque je fais la somme, ça donne 0. Si je me place un instant plus tard, l'onde progressive va continuer à se propager vers la droite, l'onde régressive va continuer à se propager vers la gauche. Et là, c'est un cas particulier où les deux ondes sont en opposition de phase. Et donc, lorsqu'on a fait la somme des deux, l'amplitude de l'onde totale vaut 0.
Et puis, si je me place encore un instant ultérieur, donc toujours pareil, l'onde progressive va vers la droite, l'onde régressive va vers la gauche, on obtient de nouveau des maximums et des minimums qui sont inversés par rapport au cas t est égal à t sur 8. Et puis, il y a toujours des points qui ont une amplitude nulle parce qu'en ces points-là, bah, l'onde progressive et l'onde régressive ont des signes opposés. Donc, lorsqu'on fait la somme, ça vaut 0. Et puis, quand on se place à t sur 2, donc encore un petit peu plus tard, on retrouve une situation où la superposition de l'onde progressive et de l'onde régressive, ça va nous donner des maximums qui sont inversés par rapport au cas initial. Donc ça, c'est une animation qui vous montre la superposition de l'onde progressive et de l'onde régressive. Donc on part d'une situation à t égale à 0 où on commence à envoyer une onde progressive. Enfin, voilà. Là, on envoie l'onde progressive, on envoie l'onde régressive. Il y a un régime transitoire qui s'établit. Et puis après, en noir, on voit que l'onde totale, elle, se propage pas. On voit des oscillations avec des points particuliers qui, eux, ne bougent pas. Et puis, donc ces points-là qui ne bougent pas au cours du temps, et puis des points qui vont avoir une amplitude d'oscillation maximale. Si on fait la même chose avec, donc cette fois dans la deuxième animation, c'est la même chose, il y a toujours l'onde progressive, mais on ajoute une onde, donc une onde régressive, l'onde rouge, mais qui a une phase additionnelle de pi. Donc il y a toujours aussi le régime transitoire qui apparaît, et ensuite il y a une onde stationnaire. Et là, donc là aussi, on n'observe pas de propagation. La seule chose qui a changé, c'est que la position des points d'amplitude nulle est inversée avec les points d'amplitude maximum. Donc changer la phase d'une des ondes, ça change la position des points particuliers qui oscillent pas et des points qui oscillent de manière maximale. Mais dans les deux cas, on obtient une onde qui ne se propage pas. Donc on a vu dans les animations précédentes qu'il y avait des points particuliers. Donc ce sont les points ici qui sont marqués en rouge. Ces points, au cours du temps, n'oscillent pas. Ils restent fixes. Et ces points particuliers, on les appelle les nœuds de l'onde stationnaire. Donc ce sont des points pour lesquels l'onde résultante va toujours avoir une amplitude nulle à n'importe quel instant. Et ça vient du fait qu'en ces points particuliers, l'onde progressive et l'onde régressive vont conduire à des interférences qui sont destructives. Et donc en ces points-là, on aura une onde totale qui va toujours avoir une amplitude nulle. Donc ces points-là, on les appelle les nœuds de l'onde stationnaire. Et puis, l'autre famille de points remarquables, ce sont les points qui vont osciller avec une amplitude qui est extrémale. Donc, des fois, on aura le maximum de l'onde stationnaire, des fois, on aura un minimum. Donc, l'amplitude ici est maximum dans ces points-là. Ça vient du fait que pour ces points particuliers, on va toujours avoir une interférence qui est constructive entre l'onde progressive et l'onde régressive. Et ces points particuliers, on les appelle les ventres de l'onde stationnaire. Donc on a les ventres qui sont les points où l'onde totale a une amplitude maximale et les nœuds pour lesquels l'amplitude est nulle. Donc comment on peut essayer de comprendre ça par le calcul? Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la fonction d'onde totale lorsqu'on fait la superposition d'une onde progressive et d'une onde régressive. Donc ici, j'ai réécrit la fonction d'onde créée par la source S1, donc la fonction d'onde progressive, et ici, j'ai réécrit la fonction d'onde psi2 de l'onde régressive. Pour alléger les notations, j'introduis ici un phi rond de 1 qui vaut k xs1 plus phi 1 et un phi rond de 2 qui vaut moins k xs2 plus phi 2. Donc c'est juste pour alléger les notations. Comme ça, je peux réécrire psi 1 sous cette forme-là. Et ici, j'écris la fonction d'onde complexe psi 1 de tilde de la fonction d'onde psi 1. Je fais pareil pour psi 2. Donc ici, je remplace, je simplifie les notations et ensuite je calcule la fonction d'onde complexe.
Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est, ce que je veux calculer, c'est l'amplitude de l'onde totale, et pour ça, je vais calculer la fonction d'onde complexe de l'onde totale. Donc pour ça, j'applique le principe de superposition, et je vais dire que psi de tilde, c'est égal à psi 1 de tilde plus psi 2 de tilde. Donc je vais réécrire cette équation en utilisant les formules pour psi 1 de tilde et psi 2 de tilde. Ici, j'ai mis en facteur le A1, et ici, donc, j'ai les expressions qui viennent de psi 1 et psi 2. Je peux mettre aussi ici en facteur le EI oméga t, et je vais aussi mettre en facteur un terme qui est exponentiel de I phi 1 plus phi 2 sur 2. Et là, on peut vérifier que donc, ici, on va garder le terme en E moins IKX, et ici, on peut vérifier que ce que j'ai écrit, c'est juste. Hein. Si je fais le produit de ce facteur-là par ce facteur-là, vous voyez que les termes en psi2 vont s'éliminer, et il va me rester ici un EI phi 1 sur 2, et ici, les moins s'éliminant, je vais aussi avoir un EI phi 1 sur 2, donc ça, c'est bien égal à EI phi 1. Puis pareil, si je fais le produit de ce terme-là par ce terme-là, on voit que les termes phi 1 s'éliminent, et il va me rester un EI phi 2 sur 2 plus, ici j'ai encore un EI phi 2 sur 2 qui donne bien le terme en EI phi 2. Donc ce terme-là, je peux combiner les arguments des exponentielles ainsi. Hein. Donc je vais avoir ici un EI, un exponentiel moins i plus ce terme ici. Et puis ici, j'ai plus EI et cet argument-là. Et là, ce qu'on reconnaît, c'est l'apparition de 2 fois le cosinus de kx plus phi 2 moins phi 1 sur 2. Donc à la fin du calcul, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la fonction d'onde réelle. Pour avoir la fonction d'onde réelle, je prends la partie réelle de la fonction d'onde complexe. Donc ici, je prends la partie réelle de l'exponentielle complexe, ça me donne cosinus oméga t plus phi 1 plus phi 2 sur 2. Et donc, on obtient ici la fonction d'onde complexe de l'onde totale. Donc sur cette fonction d'onde, il y a quelque chose de particulièrement frappant, hein, qui doit vous choquer. Hein. C'est que les dépendances spatiales et temporelles sont séparées. Hein. Donc la dépendance spatiale, donc, qui dépend de la variable x, c'est contenu dans une fonction ici cosinus kx. Hein. Et ici, la dépendance temporelle, c'est contenu dans une fonction qui est un cosinus oméga t plus un terme de phase. Donc la dépendance temporelle, ça va donner ici qu'on va avoir des oscillations au cours du temps. Hein. J'ai un cosinus oméga t, et ce terme-là, on peut l'interpréter en disant que c'est des oscillations qui dépendent du temps, mais l'amplitude de ces oscillations va dépendre de la position à laquelle on se place. Et en particulier, donc, le fait frappant comparé aux ondes progressives et aux ondes régressives, c'est que les dépendances spatiales et temporelles sont séparées. Hein. Je vous rappelle qu'une onde progressive, c'est une fonction, ça dépend uniquement d'une variable qui est x moins ct. La fonction d'onde d'une onde régressive, ça dépend uniquement d'une variable qui est x plus ct. Et là, ce qu'on obtient, c'est une séparation des dépendances spatiales dans une fonction g de x, et puis la dépendance temporelle est dans une autre fonction h de t. Donc ça, c'est une caractéristique des ondes stationnaires. Une onde stationnaire, c'est une onde dont la fonction d'onde peut s'écrire comme le produit d'une fonction qui dépend uniquement du temps par une fonction qui dépend uniquement de l'espace. Donc on n'a pas cette dépendance couplée de x et de t, hein, avec reliée par un paramètre qui est la célérité. Non, là, les deux sont séparés, et c'est caractéristique d'une onde stationnaire. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est ce qu'on a observé dans les animations. Hein. On va avoir une onde qui ne va pas se propager, mais qui va osciller au cours du temps, et l'amplitude de ces oscillations dépend de la position à laquelle on se place.
Donc l'onde stationnaire n'est pas une onde progressive ni une onde régressive. Par contre, c'est bien une onde. Pourquoi c'est bien une onde? Parce que ça vérifie bien sûr l'équation d'onde. On avait vu que la solution la plus générale possible de l'équation d'onde, je pouvais justement l'écrire comme la superposition d'une onde progressive et d'une onde régressive. Finalement, c'est exactement ce qu'est une onde stationnaire. L'onde stationnaire, je l'obtiens en superposant une onde progressive et une onde régressive. Donc la solution qu'on a trouvée, ça vérifie bien l'équation d'onde, et comme ça vérifie bien l'équation d'onde, c'est bien une onde. Donc là, dans le schéma que je vous avais montré au tout début du livre, dans le chapitre 1, ce qu'on voit, c'est que l'ensemble des solutions dans l'équation d'onde, c'est un ensemble de solutions qui est très vaste. Les ondes progressives ou régressives, c'est qu'une petite partie de cet ensemble. Les ondes progressives ou régressives périodiques, c'est encore un ensemble plus petit, et les ondes progressives ou régressives sinusoïdales, c'est encore un ensemble plus petit. Et donc les ondes stationnaires, elles sont dans cette famille-là. Hein. Ce sont des solutions d'équations d'onde, mais ce ne sont pas des ondes progressives ou régressives. Comme ces solutions d'équations d'onde, on dit que ce sont des ondes. Par contre, c'est vrai que ce sont quand même des ondes particulières, au sens où il n'y a pas de propagation. Donc c'est un peu quand même différent de, je dirais, la définition intuitive que je vous avais donnée au tout début de l'UE. Hein. On avait vu par exemple les vagues sur l'eau ou la déformation des épis de blé dans un champ de blé, la holla dans un stade. Il y avait toujours cette notion d'une modification d'un système physique qui se propage dans l'espace au cours du temps. Ça, c'est la définition intuitive. Et c'est vrai que l'onde stationnaire ne vérifie pas cette définition intuitive. Donc, c'est un exemple un peu particulier. Donc, c'est onde stationnaire, ça veut dire quand même c'est une onde qui stationne. Donc, c'est un peu particulier. En particulier, une onde stationnaire ne peut pas transporter de l'énergie ou de l'information. Et quelque part, le fait comme ça d'osciller au cours du temps sans propagation, ça rapproche plus les ondes stationnaires des oscillateurs. Hein. On avait dit que un oscillateur ou une oscillation, c'est une modification d'un système physique qui se reproduit périodiquement au cours du temps, mais qui ne se propage pas, comme dans le pendule pesant où on voit donc, cette modification périodique d'un système physique, mais ça reste localisé. Finalement, une onde stationnaire a plus de similitude avec une oscillation qu'avec une onde. Et bon, comme ça vérifie l'équation d'onde, c'est bien, on lui donne ce qualificatif d'onde en ajoutant ce mot stationnaire. Donc maintenant qu'on a une expression explicite pour la fonction d'onde totale, on peut essayer d'extraire quelques caractéristiques de l'onde stationnaire. En particulier, on va s'intéresser à la distance entre deux nœuds ou deux ventres. Donc la distance entre deux nœuds, donc les nœuds, par définition, ce sont les points de l'espace pour lesquels, quel que soit pour n'importe quel instant, l'amplitude vaut 0. Donc pour les obtenir, je vais demander que le cosinus kx plus phi2 moins phi1 sur 2 soit égal à 0. Donc pour faire ça, ça veut dire que l'argument du cosinus doit être égal à pi sur 2 à pi près. Ici, j'ai remplacé k par son expression qui est en fonction de lambda. K, c'est égal à 2pi sur lambda. Et une fois que c'est ça, je fais passer ce membre-là de l'autre côté, je simplifie par pi et je multiplie par lambda sur 2, et ça nous donne la position des nœuds. Et en particulier, vous voyez que la distance entre deux nœuds successifs, c'est égal à lambda sur 2. Donc lambda sur 2, ça va être la distance entre deux nœuds successifs. On peut faire pareil pour calculer la position des ventres. Donc la position des ventres, ça va être les points de l'espace pour lesquels la valeur absolue de cosinus kx est égale à 1. Donc là, pareil, je veux dire que ça, je l'obtiens quand l'argument du cosinus est un multiple entier de fois pi. Je fais le même calcul que précédemment et ça me donne la position des ventres où on voit que pour un indice m donné, les ventres sont décalés par rapport au nœud de lambda sur 4. Et si je calcule la distance entre deux ventres, je retrouve aussi
donc entre deux ventes successives, je retrouve aussi une longueur qui vaut lambda sur 2. Donc si je schématise ça sur un schéma, hein, donc on a la distance entre deux nœuds successifs, c'est donné par lambda sur 2. La distance entre deux ventres successifs, c'est donné aussi par lambda sur 2. Et la distance entre un ventre et un nœud, c'est lambda sur 4. Donc la structure de l'onde stationnaire, ça dépend fortement de lambda. Hein. La structure spatiale est dictée par la longueur d'onde de l'onde associée. Donc on peut, donc là on est parti d'un exemple qui concernait les ondes sonores. En fait, les ondes stationnaires, c'est quelque chose de très général et en fait, ça va concerner tous les types d'ondes. À partir du moment où je fais la superposition d'une onde progressive et d'une onde régressive, quel que soit le type d'onde, je vais obtenir des ondes stationnaires. Et donc ici, je vais vous lister quelques exemples d'ondes stationnaires. Donc il y a évidemment les ondes stationnaires d'une corde vibrante. Donc là, je ne vais pas en dire grand-chose parce qu'on va l'étudier très en détail dans le paragraphe suivant. Hein. Donc là, quand vous avez une extrémité et que vous envoyez une onde incidente, vous allez avoir une partie de l'onde qui est réfléchie. Donc ici, on va se retrouver avec à la fois l'onde incidente et l'onde réfléchie, donc une onde progressive et une onde régressive. Et ça, c'est ce qui est utilisé dans tous les instruments de musique à cordes, hein, où vous avez ici une corde qui est fixée aux deux extrémités, et la vibration de la corde, ça va exciter, on va avoir différentes ondes stationnaires, donc on va décrire ça un peu plus en détail. Donc, pour comprendre les instruments à cordes, il faut comprendre les ondes stationnaires dans le cas de la corde vibrante. Autre exemple, c'est les ondes stationnaires des ondes acoustiques dans un tuyau sonore. Donc là aussi, quand on a une onde acoustique incidente dans un tuyau sonore, une partie va être réfléchie à l'extrémité du tuyau. On va se retrouver avec la superposition d'une onde progressive et d'une onde régressive. Et donc ça, c'est ce qui est utilisé dans tous les instruments de musique avant. Hein. Donc évidemment l'orgue, la clarinette, le saxophone, tous les instruments de musique avant. Pour les comprendre, il faut pouvoir décrire les ondes stationnaires à l'intérieur d'un tuyau sonore. On peut aussi créer des ondes stationnaires en utilisant des ondes de surface. Donc ça faisait l'objet du TP3. Donc, bon, vous ne pourrez pas le faire, hein, mais dans ce TP3, une des parties, c'était on crée une onde rectiligne progressive et puis on vient placer un obstacle. Donc cet obstacle va réfléchir l'onde incidente. Donc on va ici avoir la superposition d'une onde progressive et d'une onde régressive, et ici on obtient une onde stationnaire. Là on peut voir en fait, l'image est difficile quand on fait l'expérience en vrai, qu'ici il y a une progression des fronts d'onde. Donc ici les lignes brillantes et sombres défilent, alors qu'entre les deux, on voit que ça défile pas. Hein. Et ça, c'est parce qu'on a créé une onde stationnaire entre les deux. Et donc, ce phénomène d'onde stationnaire dans le cas des ondes de surface, hein, ça existe dans certains ports. Donc, par exemple, sur l'île de Groix, il y a le port de Tudy qui est connu pour observer ce phénomène. Ça s'appelle une sèche. C'est la création d'ondes stationnaires dans un bassin fermé ou semi-fermé. Hein. Donc là, il y a donc, qu'est-ce qu'on observe dans ce port? On observe des oscillations du niveau de l'eau à l'intérieur de ce port. Donc, je crois que les oscillations, ça peut atteindre une amplitude qui fait genre 2 mètres avec une période qui est de plusieurs minutes. Et donc, ce n'est pas des vagues. Hein. À l'extérieur, il n'y a pas de vagues, mais il y a des petites houles qui excitent l'onde stationnaire à l'intérieur du port et on voit donc des oscillations, notamment près au niveau des quais, des oscillations du niveau de l'eau, parce que donc, on excite une onde stationnaire dans le port qui est une sorte de cuve à ondes fermée, mais de grande échelle. On peut aussi créer des ondes stationnaires dans le cas des ondes lumineuses. Donc, par exemple, si je prends un faisceau laser, que je le divise en deux, et puis j'oriente une partie du faisceau pour être une onde progressive, et l'autre partie, je l'oriente pour être une onde régressive,
je vais avoir la superposition d'une onde lumineuse progressive et régressive. Ça va donner naissance à une onde stationnaire lumineuse, avec des maximums d'intensité lumineuse et des minimums d'intensité lumineuse. Donc ça permet par exemple de piéger certains types de particules, comme des atomes. On obtient aussi cette situation à partir du moment où on envoie de la lumière sur un miroir. Donc là aussi, je vais avoir superposition d'une onde incidente et d'une onde réfléchie. Donc ça veut dire qu'à proximité d'un miroir, on a aussi une onde stationnaire. Et puis, un cas particulier que vous verrez en L3, c'est celui de la cavité optique. Dans une cavité optique, c'est deux miroirs qui se font face. Et quand on envoie de la lumière sur un des miroirs, on arrive à injecter de la lumière entre les deux miroirs, et donc vous avez une onde incidente qui est ensuite réfléchie par le premier miroir, ça me donne une onde régressive, mais ensuite cette onde va de nouveau être réfléchie, et puis de nouveau être réfléchie, de nouveau être réfléchie, donc on obtient une très grande superposition d'ondes progressives et d'ondes régressives, donc ça donne ici naissance à une onde stationnaire entre les deux miroirs de la cavité, avec des maximums d'intensité lumineuse et des minimums d'intensité lumineuse. On peut généraliser les ondes stationnaires dans le cas à deux dimensions. Donc, par exemple, dans le cas de la cuve à ondes, si au lieu de placer un obstacle, je place deux obstacles à 45 degrés, je vais créer dans cette région-là une superposition de quatre ondes. Donc ici, j'ai l'onde initiale qui se propage horizontalement vers la droite. Donc je vais avoir une partie de cette onde qui va être réfléchie sur le premier obstacle. Ça va donner naissance à une onde qui est verticale et qui descend vers le bas. Mais j'ai aussi une partie de l'onde qui va être réfléchie par l'obstacle du bas, donc ça va donner naissance à une onde verticale qui part vers le haut. Et puis, je vais avoir aussi le cas où on va avoir une première réflexion sur le premier obstacle, une deuxième réflexion sur le deuxième obstacle, et ça va donner naissance à une onde horizontale qui se propage vers la gauche. Et donc, dans cette zone-là, je vais avoir la superposition d'une onde progressive et d'une onde régressive dans deux directions de l'espace, et ça va créer une onde stationnaire à 2D. Donc là, c'est une structure qui ressemble un peu à un damier, hein, avec des points de grande intensité lumineuse, de grande intensité et enfin, de grandes variations du niveau de l'eau et des points où le niveau de l'eau ne bouge pas. On peut faire la même chose dans le cas des ondes lumineuses. Si j'ai, donc au lieu d'avoir un premier faisceau laser et un deuxième faisceau laser, je peux aussi en rajouter dans une direction orthogonale. Donc là, ça va me créer une onde stationnaire à deux dimensions avec des maximums d'intensité lumineuse et des minimums d'intensité lumineuse dans une géométrie qui ressemble un peu à une boîte d'œufs, mais qui serait, par exemple, ici carrée. Hein. Là aussi, ça sert à manipuler certaines particules comme des atomes pour les piéger. Et puis, il y a un autre exemple célèbre d'ondes stationnaires à deux dimensions, c'est les ondes stationnaires sur une plaque métallique. Donc ça, on n'en a pas beaucoup parlé, on n'en parlera pas dans l'UE, hein, mais si je prends une plaque métallique, ou par exemple une plaque métallique, si je prends même disons, une barre à une dimension, hein, je peux avoir aussi, il peut y avoir des ondes qui se propagent sur cette barre, ce sont des ondes élastiques, et si je me place par exemple suivant une seule direction, si j'excite une onde stationnaire, l'onde stationnaire, ça va créer d'abord une onde progressive, mais arrivé à l'extrémité de la plaque, une partie va être réfléchie. Donc je vais avoir la superposition d'une onde progressive et d'une onde régressive. Ça va me donner naissance à une onde stationnaire hein, qui va correspondre donc à des vibrations de la plaque d'amplitude plus ou moins grande. Si vous voulez, c'est comme un peu sur la corde vibrante, mais avec quelque chose qui est solide. Et quand on fait ça avec une plaque métallique, on excite aussi des ondes stationnaires dans les deux dimensions, à la fois dans la direction X et dans la direction Y. Et donc l'expérience qu'a fait Chladni, donc c'est ça, Chladni c'était vers la fin du 18e, début du 19e, il mettait des grains de sable sur la plaque et puis il excitait des ondes stationnaires avec un archer. Donc là, j'espère que ça va, vous allez pouvoir voir le film.
Donc là, c'est une expérience récente où on essaie de voir. Donc, ils ont fait l'expérience de Clany avec du matériel moderne. Donc, ils ont remplacé l'archet par un générateur d'ondes mécaniques. Et puis, ils vont exciter ce générateur d'ondes mécaniques à différentes fréquences. On met du sable au-dessus, sur la plaque, et puis on la fait vibrer avec donc, le générateur. Et puis, on observe ceci. Donc, ça, c'est que lorsqu'on a une certaine fréquence particulière, si on change la fréquence, on va obtenir d'autres structures. Donc voilà, c'est très joli. Hein. Donc à l'époque de Clany, on va dire que les ondes stationnaires, c'était un peu moins compris. Donc il y avait beaucoup d'interprétations en termes de spiritisme. Hein. C'était vibrer une plaque, quoi. Mais en fait, tout ce qui se passe, en fait, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on excite donc une onde stationnaire, et donc ça veut dire qu'il va y avoir des points de la plaque qui vont vibrer avec une amplitude qui est plus ou moins grande, et d'autres qui vont continuer à vibrer avec une amplitude qui est moindre. Il y a eu un petit problème technique. Donc, on va essayer de repartir où nous en étions. On était exactement ici. Et plus la fréquence est élevée, plus on voit que la structure devient compliquée. Hein. Donc là, c'est par exemple, on est au niveau de 4 kHz, et plus on augmente la fréquence, plus on obtient des formes qui ont une structure compliquée. Donc, vous pouvez aller voir le film complet à cette adresse sur YouTube. Hein. Donc l'interprétation, c'est ça. Donc l'interprétation, c'est que quand on fait vibrer une plaque, il va y avoir des points de la plaque qui vont vibrer avec une amplitude qui est maximale. Les grains de sable ne vont pas pouvoir y rester. Et qu'est-ce que vont faire les grains de sable? Ils vont venir s'accumuler dans les points de la plaque pour lesquels l'amplitude des oscillations vaut zéro, c'est-à-dire les nœuds de la plaque. Donc les nœuds, on parle de nœuds quand on est à une dimension. Quand on est à deux dimensions, bon, quand on est à une dimension, un nœud, c'est un point. Hein. Quand on est à deux dimensions, ce qu'on a, c'est des lignes nodales. Et donc, c'est des lignes d'amplitude qui vont zéro. Et donc, les grains de sable vont venir quelque part se déposer dans les lignes dont l'amplitude vaut zéro. Donc, ça permet de visualiser les lignes nodales de la plaque métallique vibrante. Donc, on observe ainsi toutes ces différentes figures. Hein. Donc, ça a l'air compliqué, mais en fait, ça se calcule. On peut calculer les différentes ondes stationnaires, les différentes lignes nodales qui existent dans une plaque métallique. Et puis, si on change la géométrie, si par exemple on obtient une plaque qui est circulaire, donc là il s'agit par exemple de la peau d'un tambour et qu'on met quelque part aussi de la poussière ou des grains de sable dessus, on peut aussi exciter on voit apparaître d'autres types de lignes nodales à la surface. Voilà, donc dans la suite du chapitre, on va se concentrer ensuite sur les ondes stationnaires dans le cas de la quartz vibrante et dans le cas des ondes acoustiques pour les tuyaux sonores.